Le Sahel semblait figé jusqu'à ce qu'un MQ-9 Reaper brise son silence en visant l'impossible. Le missile Hellfire Mix, conçu pour frapper sans explosion, a raté le convoi présidentiel et s'est abattu sur un camion civil, révélant un paradoxe brutal entre précision annoncée et réalité meurtrière. Pourquoi un appareil étranger rôdait-il au-dessus du Burkina Faso? Et que cherche-t-on réellement à neutraliser à travers la cible qu'incarne Ibrahim Traoré? Ce tir manqué ouvre une brèche qui pourrait redéfinir la souveraineté africaine. L'attaque manquée n'a pas seulement révélé une faille dans la sécurité du Burkina Faso, elle a exposé un risque plus profond, la fragilité persistante du contrôle africain sur son propre espace aérien. Lorsque le missile a dévié de sa cible, il n'a pas simplement détruit un véhicule civil, il a aussi mis en lumière l'écart dangereux entre la souveraineté proclamée et la capacité réelle à la défendre. Ce constat, brutal mais nécessaire, ouvre la voie à une question simple. Que se passe-t-il lorsqu'un continent dépend d'acteurs extérieurs pour surveiller son ciel? La promesse de cette enquête tient en 10 mots. Comprendre les risques pour mieux reconstruire la souveraineté africaine. Car ce tir n'est pas un fait divers isolé, mais le symptôme d'un rapport de force où les lignes bougent sans cesse. En retraçant les faits, les réactions et les stratégies évoquées après l'attaque, cette partie vise à décrypter ce que cette tentative signifie réellement pour l'équilibre régional. Une micro-brèche peut devenir un précédent, et un précédent peut redessiner un système entier. Le premier détail que les témoins ont confirmé après l'attaque est aussi le plus dérangeant. Le missile Hellfire Ninabe n'a raté sa cible que de quelques mètres, laissant derrière lui 3 victimes civiles et une trajectoire inexpliquée. Cette précision manquée, qui aurait dû rester un simple incident technique, est devenue l'indice central d'un affrontement géopolitique qui couvait depuis des mois. Dès les premières heures, un constat s'impose. Si un drone MQ-9 Reaper de fabrication américaine volait au-dessus du Burkina Faso sans autorisation, alors l'espace aérien national n'était plus seulement une zone de survol, mais un théâtre où des acteurs étrangers testaient leurs limites. C'est dans ce contexte tendu qu'Ibrahim Traoré, encore sous le choc mais lucide, impose une rupture méthodique. Tout révéler. Les débris, les données radars, les trajectoires, les fragments du missile, rien ne devait rester sous scellé. Ce choix, rare et politiquement risqué, inverse immédiatement le cours attendu des événements. Avant l'attaque, les puissances occidentales maintenaient dans le Sahel une présence discrète mais constante, justifiée par la lutte contre les groupes armés. Après ce tir manqué, cette même présence apparaît sous un autre angle. Un outil d'influence capable d'intervenir sans en rendre compte. Le silence européen et américain ne fait que renforcer l'impression d'une opération dont personne ne veut assumer la responsabilité. Dans les couloirs diplomatiques africains, la question se pose alors avec une netteté nouvelle. Si un président africain peut être visé sans avertissement, quelle nation est réellement à l'abri? Traoré, en révélant publiquement les preuves, transforme ce qui aurait pu rester une crise bilatérale en une discussion continentale. Le Burkina Faso, perçu jusque-là comme une cible isolée, devient le miroir d'une tension plus large entre ingérence technologique et souveraineté africaine. Ce basculement, né d'un tir imprécis, redéfinit l'équilibre entre ceux qui surveillent le Sahel et ceux qui y vivent. Dans les heures qui suivent l'attaque, 2 scènes parallèles se détachent et deviennent les fils conducteurs pour comprendre l'onde de choc provoquée dans le Sahel. Premier cas, au sein de l'état-major burkinabé, les officiers scrutent les enregistrements radars et constatent que le drone étranger a pénétré l'espace aérien en suivant une trajectoire d'évitement, typique d'une opération planifiée et non d'un survol accidentel. Cette découverte entraîne un basculement immédiat. Il ne s'agit plus d'un incident isolé, mais d'une violation stratégique qui place le pays en situation de vulnérabilité calculée.
Second cas. Du côté civil, les secouristes dépêchés sur les lieux témoignent de la violence chirurgicale du missile, conçu pour tuer un individu sans provoquer d'explosion. 3 victimes, un véhicule lacéré et surtout une question muette. Si cette arme était destinée à Ibrahim Traoré, que signifie ce degré de précision pour ceux qui vivent sous ces routes aériennes invisibles? C'est dans cet entrelacement de calculs militaires et de chocs humains que Traoré choisit d'incarner une fonction rarement assumée en temps de crise, celle de guide narratif. En exigeant immédiatement la publication des preuves, il refuse à l'incertitude le temps de s'installer. Ce geste, interprété par plusieurs capitales africaines comme un acte de transparence inédite, modifie la perception régionale du Burkina Faso. On ne parle plus seulement d'un pays visé, mais d'un État qui impose une lecture claire des faits. Ces 2 mini-scènes montrent-nous que l'attaque a produit un double impact, stratégique et humain, simultanément. En d'autres termes, la transparence repositionne toute la région. Le déclencheur arrive à Zerzi, 7h12, lorsque le convoi présidentiel quitte Ouagadougou pour une inspection prévue de longue date. La route est dégagée, l'escorte resserrée, le dispositif standard. Rien n'annonce l'approche d'un appareil étranger déjà en vol stationnaire au-dessus d'un couloir non répertorié. Le drone MQ-9, Reaper, apparaît d'abord comme une ombre sur les radars locaux, puis comme une anomalie impossible à classer. À ce moment précis, l'attaque n'est encore qu'une hypothèse silencieuse. Quelques minutes plus tard, tout bascule. La trajectoire du Hellfire R9X se détache, nette, presque géométrique. L'arme s'était programmée pour frapper un véhicule ciblé, sans détonation, uniquement par ses lames cinétiques. Elle descend. L'angle est trop précis pour être un essai. Un tir réel vient d'être déclenché. Le convoi entame une manœuvre d'évitement. Les véhicules accélèrent. Un virage brusque, une seconde de décalage. Le missile heurte finalement un camion civil empruntant la même route. Impact direct. 3 victimes. Silence. Le climax n'est pas l'explosion. Il n'y en a pas. Mais l'onde invisible qui suit. L'état-major comprend que l'opération n'a jamais visé un groupe armé. La cible était mobile, protégée, identifiable. Et le nom associé à cette cible circule immédiatement parmi les analystes. Ibrahim Traoré. À partir de là, les mécanismes militaires, diplomatiques et médiatiques se déclenchent en chaîne. Dans la capitale, les premiers rapports internes établissent une chronologie d'une précision inhabituelle. Temps de pénétration, plusieurs minutes. Altitude du drone, maîtrisée. Type d'armement, confirmé. Aucune autorisation, constatée. Chaque élément renforce l'idée d'une intervention extérieure assumée. La cellule de crise se réunit. Les officiers croisent les données. Ils évaluent la portée de l'événement, pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la zone sahélienne. Puis vient la décision qui renverse le flux attendu. La transparence totale. Contrairement aux pratiques habituelles, il n'y a pas de phase d'attente, pas de délai pour sécuriser la narration. Traoré ordonne la mise à disposition des preuves. Les techniciens extraient les fragments du missile. Les radars sont consultés. Les heures précises sont confirmées. L'analyse technique devient un outil politique. Cette clarté inhabituelle dans la région marque un tournant. L'épisode passe d'un incident militaire à une démonstration publique de violation de souveraineté. Dans les heures qui suivent, la réaction régionale amplifie le choc initial. Les gouvernements voisins, d'abord prudents, cherchent rapidement à comprendre comment un drone étranger a pu survoler une zone dense sans interception africaine. Les réunions s'enchaînent, les messages officiels s'accumulent. La notion de précédent dangereux revient dans chaque communiqué. La tentative d'assassinat ratée provoque un effet domino inattendu. Les pays du Sahel réalisent que leur sécurité aérienne repose sur des structures trop dépendantes de partenaires extérieurs. L'aftershock s'installe lorsque les premières analyses publiques circulent. Journalistes, chercheurs et responsables africains convergent vers la même question. Si une telle frappe peut être menée sans avertissement, quel pays peut affirmer contrôler réellement son ciel? La frappe manquée n'est plus un accident. Elle devient un pivot.
Elle révèle un rapport de force latent, longtemps accepté, rarement interrogé. Ce moment ouvre une brèche durable. La chronologie n'explique plus seulement un acte hostile. Elle expose un système entier. Le point de départ, le baseline, repose sur un fait simple. Avant l'attaque, le Burkina Faso n'avait enregistré aucune frappe étrangère dirigée contre une autorité nationale en déplacement. Ce vide statistique, qui structurait la perception régionale du risque, a basculé en un delta abrupt lorsque le missile Hellfire Sami a frappé le camion civil. À partir de ce moment, l'analyse cesse d'être théorique. Elle devient matérielle, mesurable, documentée. La première donnée tangible est le type d'arme récupéré sur les lieux. Un Hellfire R9X, identifiable à ses lames internes. Cette information, confirmée par les fragments collectés, sert de pivot pour comprendre l'intention opérationnelle. Une arme pensée pour neutraliser une cible individuelle sans explosion implique une préparation minutieuse. Trajectoire calculée, choix du moment, reconnaissance préalable. L'usage d'un tel dispositif est en soi un signal sur le niveau d'engagement de l'acteur qui l'a lancé. La précision recherchée impose une lecture directe. La frappe n'était pas un balayage anti-rebelle, mais une action sélective. En somme, l'arme révèle une volonté d'atteindre une cible identifiée. La seconde donnée, elle aussi irréfutable, concerne les 3 victimes civiles touchées dans le camion heurté. Ce chiffre, loin d'être anecdotique, modifie la perception publique et institutionnelle de l'événement. En montrant que l'erreur n'est pas technique mais structurelle, il renverse le discours selon lequel le tir aurait été un simple malentendu. 3 vies perdues suffisent à transformer l'incident en pivot politique. Dans une région où chaque acte militaire étranger suscite suspicion, ce nombre devient un repère émotionnel et géopolitique. En somme, les victimes font basculer l'incident dans la sphère politique. La 3e donnée quantifiable réside dans le temps d'exposition du drone, décrit dans les rapports internes comme une présence de plusieurs minutes avant le tir. Ce laps de temps interdit l'idée d'un survol improvisé. Une trajectoire stable, observée par les radars locaux, signale une opération construite. Si le drone avait été en mission périphérique, il n'aurait pas maintenu une altitude constante, ni une position d'observation prolongée au-dessus d'un corridor sensible. Cette durée devient la clef pour comprendre que l'ingérence n'a pas été accidentelle. En somme, le temps de vol signale une intention préalable claire. Ces 3 points, mis bout à bout, constituent le socle analytique permettant de passer de l'émotion à la compréhension. Ils montrent que l'événement n'est pas seulement une attaque ratée, mais un basculement mesurable entre 2 États. Un avant où la souveraineté aérienne africaine semblait relativement intacte, et un après où cette souveraineté apparaît plus fragile qu'annoncée. À mesure que les preuves sont publiées, un effet secondaire se produit. L'écart entre discours occidental et réalité technique se creuse. L'affirmation que l'incident relève d'un malentendu ne résiste pas à la combinaison des données. 3 indices matériels suffisent à invalider ce récit, même sans établir l'identité complète de l'auteur. La quantification, dans ce contexte, devient un langage politique. L'ensemble des éléments exposés constitue donc moins un dossier militaire qu'un miroir. Il reflète les limites actuelles de la capacité africaine à contrôler ce qui survole son territoire. 2 lectures concurrentes émergent immédiatement après l'attaque, chacune portée par des camps qui tentent de structurer l'événement selon leur propre cadre d'interprétation. La première, défendue par certains analystes extérieurs, avance que le drone MQ-9 Reaper aurait pu suivre une trajectoire de surveillance antiterroriste et que le tir, déclenché dans un contexte de stress opérationnel, n'aurait été qu'une erreur de ciblage. Selon cette logique, la présence de l'appareil dans le ciel burkinabé relèverait d'une routine, et la méprise, aussi dramatique soit-elle, ne serait qu'un incident technique malheureux. Cette position insiste sur la complexité des opérations aériennes dans le Sahel, où les zones civiles et les zones à risque s'entremêlent parfois de manière imprévisible. Le second argument, formulé par plusieurs responsables africains,
expose une lecture inverse. Rien, ni la trajectoire stable observée par les radars, ni l'usage du Hellfire RMX ne correspond à une manœuvre improvisée. Un missile conçu pour frapper précisément une cible mobile ne s'emploie pas dans une situation floue. De plus, le fait qu'il ait touché un camion civil plutôt qu'un objectif militaire renforce l'idée que la cible réelle n'était pas un groupe rebelle, mais un individu clairement identifié. Dans cette perspective, l'erreur n'est pas technique. Elle est stratégique. Elle révèle qu'un acteur extérieur a franchi la ligne de la souveraineté burkinabé. La réponse étayée, lorsque l'on se limite strictement aux éléments disponibles, s'impose avec une netteté croissante. Aucun élément fourni dans les heures suivant l'attaque ne confirme la présence d'un groupe armé dans la zone. Les rapports internes mentionnent une pénétration aérienne de plusieurs minutes, incompatible avec une intervention accidentelle. L'arme utilisée correspond à des opérations ciblées, non à des frappes larges. Et surtout, la réaction rapide des autorités burkinabées, exigeant la publication des preuves, est venue combler un vide que le discours de malentendu, ne pouvait pas justifier. Le Stillman converge donc vers une conclusion prudente, mais solide. L'incident ne s'explique pas par la confusion, mais par un choix opératoire qui a échappé à son intention initiale. La bascule commence ici. À partir du moment où les preuves sont rendues publiques, la dynamique régionale change brutalement. La transparence imposée par Ibrahim Traoré ne sert plus seulement à contester une violation, elle devient un outil stratégique qui force chaque capitale du Sahel à se positionner. Le geste, rare et frontal, agit comme un révélateur. Si un président africain accepte d'exposer chaque fragment récupéré, alors le silence des puissances étrangères apparaît soudain comme une anomalie qu'on ne peut plus ignorer. Un détail, surtout, redistribue les cartes. Les données radar montrent que le drone a maintenu une altitude stable pendant plusieurs minutes, ce qui exclut toute improvisation et renforce l'idée d'une opération construite. Ce point technique, anodin en apparence, déclenche une onde diplomatique. Les gouvernements voisins comprennent que l'incident n'est pas circonscrit au Burkina Faso. Il concerne l'ensemble des États dont l'espace aérien peut devenir une zone libre pour des interventions discrètes. C'est là que s'opère le véritable midpoint. L'attaque cesse d'être un acte ciblé contre un homme pour devenir la démonstration d'une limite partagée. Le Sahel découvre qu'il tient peut-être son premier dossier commun. Pour ce qui concerne les nations voisines, la première onde atteint les pays du Sahel déjà engagés dans des repositionnements stratégiques. Le Mali et le Niger, confrontés eux aussi à la présence récurrente de drones étrangers, identifient immédiatement l'incident comme un précédent dangereux. L'altitude stable maintenue par l'appareil, confirmée par les données techniques publiées, est perçue comme la preuve d'un contournement volontaire des mécanismes africains de contrôle aérien. Les réunions bilatérales se multiplient. Les experts de la région craignent que ce tir manqué ne soit que la première manifestation visible d'une tendance plus profonde. L'attaque contre un convoi de haut niveau démontre que les corridors aériens peuvent être exploités sans avertissement. La question centrale se cristallise. Si un président comme Ibrahim Traoré peut être visé, qu'en est-il des autres dirigeants circulant dans des zones moins sécurisées ? Pour ce qui relève des dynamiques nationales, à l'intérieur du Burkina Faso, les effets sont immédiats. La publication des preuves entraîne un regain de cohésion autour de l'idée de souveraineté. Les autorités militaires redéfinissent les protocoles d'alerte, revisent les trajectoires des convois officiels et réévaluent les capacités techniques des radars nationaux. Le choc provoqué par les 3 victimes civiles agit comme un catalyseur auprès de la population. Si l'incident avait été présenté comme un malentendu, la colère aurait été morcelée. Mais la démarche de transparence transforme l'émotion en exigence politique. Des voix demandent la consolidation des partenariats sécuritaires africains plutôt qu'occidentaux, renforçant la trajectoire que le pays avait déjà amorcée. Sur le plan diplomatique, sur le plan international, l'affaire révèle une fracture silencieuse.
Les gouvernements occidentaux adoptent une communication minimale, parlant d'incidents isolés ou de confusion technique. En parallèle, plusieurs États africains saluent la publication des preuves comme un acte décisif. Cette dissymétrie crée une nouvelle ligne de tension. Les capitales sahéliennes commencent à discuter d'un mécanisme collectif de surveillance du ciel, inspiré en partie de la réaction burkinabé. Ainsi, l'attaque devient un moment test. Chaque pays doit choisir s'il accepte le récit minimaliste proposé par l'Occident, ou s'il rejoint une lecture africaine unifiée des faits. À l'échelle élargie de la région, à l'échelle régionale, la tentative de frappe fonctionne comme un révélateur structurel. Les États du Sahel. Les États du Sahel découvrent que leur dispositif de protection repose trop souvent sur des partenariats asymétriques. La réaction de Traoré, ferme et méthodique, ouvre la voie à une possible coordination continentale. Partage des données radars, harmonisation des protocoles d'alerte, mutualisation des analyses techniques. Ce rééquilibrage n'est pas encore une réalité, mais l'incident fournit l'argument que plusieurs dirigeants attendaient pour remettre en question l'architecture de sécurité héritée des décennies précédentes. La publication des preuves a ouvert un espace inédit, celui d'une souveraineté aérienne africaine qui ne dépend plus entièrement de structures extérieures. Pour transformer cette impulsion en stratégie durable, une feuille de route claire s'impose. Elle ne vise pas l'escalade, mais la consolidation d'un cadre où chaque État peut contrôler ce qui survole son territoire. Ibrahim Traoré en a posé les fondations en choisissant la transparence. Il reste maintenant à structurer l'effort continental de manière méthodique. Étape 1. Formaliser un protocole africain de vigilance aérienne. Les radars nationaux doivent partager un même format de données afin que les anomalies de trajectoire ou de vitesse puissent être identifiées en temps quasi réel. Ce cadre, minimaliste mais commun, serait l'équivalent d'un langage technique partagé entre les États du Sahel. Étape 2. Mutualiser les capacités d'analyse. Le Burkina Faso peut proposer une cellule d'expertise ouverte, capable d'étudier les fragments, les trajectoires et les signaux radars collectés par les pays voisins. Un centre régional de ce type favoriserait une lecture unifiée des incidents aériens. Étape 3. Instituer un mécanisme de notification réciproque. Chaque État devrait s'engager à signaler rapidement toute intrusion non identifiée afin d'éviter qu'un incident isolé ne soit interprété de manière divergente. Ce mécanisme réduirait les zones grises où les interventions extérieures prospèrent. Étape 4. Construire un cadre diplomatique cohérent. L'objectif ne consiste pas à rompre avec les partenaires existants, mais à fixer des lignes rouges claires. La transparence inaugurée par Traoré peut devenir la norme. Toute opération étrangère doit être justifiée, documentée et communiquée. Étape 5. Renforcer la culture de souveraineté. Il s'agit de transformer chaque incident en leçon collective, afin que l'Afrique consolide sa capacité à dire non lorsque ses limites sont franchies. Cette feuille de route esquisse la première architecture d'une souveraineté assumée. Lorsque l'on revient aux 2 scènes fondatrices observées juste après l'attaque, l'état-major analysant les trajectoires et les secouristes décrivant le camion lacéré, on mesure à quel point ces instants ont façonné la réponse du Burkina Faso. Ces images, initialement dissociées, forment désormais un motif unique, celui d'un pays qui refuse de se laisser définir par la peur ou le brouillard tactique. Et c'est précisément dans ce croisement entre calcul militaire et choc humain que s'est affirmée la stature d'Ibrahim Traoré. En faisant de la transparence une ligne directrice, il a transformé ces 2 mini-scènes en un socle de légitimité. Loin d'occulter la violence du moment, il l'a rendue lisible, partagée, assumée. Ce choix a permis à d'autres États africains d'identifier dans ces fragments l'amorce d'un récit commun, où la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit, preuve après preuve, décision après décision.
Le sentiment qui persiste n'est pas celui d'une crise refermée, mais d'un passage, un seuil franchi collectivement, où les nations du Sahel commencent à regarder le ciel non plus comme un espace subi, mais comme un domaine à reconquérir. Mot final, la souveraineté commence quand le silence cesse. Ce moment où un tir manqué a révélé les limites du contrôle aérien africain laisse une trace durable, non parce qu'il a bouleversé un équilibre, mais parce qu'il a montré que la parole, lorsqu'elle s'appuie sur des faits, peut modifier la posture d'un continent entier. La transparence exigée par le Burkina Faso a ouvert une brèche dans laquelle chaque nation peut désormais inscrire sa propre réflexion. Rien n'oblige les États à marcher au même rythme. Mais chacun peut reconnaître que la souveraineté commence toujours par une capacité partagée à nommer ce qui survient. Cette histoire n'appartient pas seulement aux diplomates ou aux militaires. Elle concerne aussi celles et ceux qui observent, analysent, questionnent. C'est dans ce dialogue social, parfois discret mais essentiel, que se construit la cohérence d'un espace politique. Si vous estimez que ces enjeux méritent d'être discutés plus largement, vous pouvez partager, interroger, confronter. L'important n'est pas de conclure, mais d'ouvrir la voie à une conversation plus vaste sur ce que signifie réellement protéger un territoire et le récit qui l'accompagne.